à vous, Madame Fall, avec Monsieur Brunet, si je le devine bien. À vous deux. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, chers maîtres, Pierre Affat et Stéphane Brunet ont fait tous les deux partie du service d'ORL du CHU de Strasbourg pour Léa et de Reims pour moi-même. Nous vous remercions de votre invitation. C'est un honneur pour nous de vous présenter nos travaux de recherche sur la réhabilitation laryngée par allogreffe aortique, travaux qui ont constitué notre Master 2 et que nous poursuivons actuellement sous la forme d'une thèse d'université dirigée par le professeur Debré. Alors la problématique de la réhabilitation laryngée est toujours la même depuis plusieurs années. Cet organe qu'est le larynx possède trois fonctions essentielles que sont la déglutition, la respiration et la phonation. Et l'exérèse de ce larynx, que constitue la laryngectomie totale, va avoir pour conséquence principale la réalisation d'un trachéostome définitif qui, lorsque l'on pose la question au patient, constitue la première doléance en termes de retentissement socio-professionnel ou de perte de l'intégrité physique de ceux. Malgré une baisse considérable des laryngectomies totales au travers des années, du fait de l'avènement de la chirurgie partielle laryngée et des protocoles de radiochimiothérapie, il n'en reste pas moins qu'on observe depuis plusieurs années un seuil d'à peu près 1200 laryngectomies totales par an en France, à peu près 15 000 en Europe, qui constitue un palier en dessous duquel la préservation laryngée ne semble plus raisonnable. Alors la question qui se pose, c'est comment rétablir cet organe qui n'est pas vital, on peut vivre sans larynx, mais qui d'un point de vue fonctionnel est si riche. Pour répondre à ce challenge qu'est la réhabilitation laryngée, 4 voies de recherche se sont développées. La première était la transplantation laryngée, développée initialement par Straume, qui a permis la réhabilitation d'une transplantation d'un complexe pharyngolaryngé chez une patiente laryngectomisée pendant une durée de 14 années avec succès. Cette transplantation laryngée remise au goût du jour par l'équipe notamment de Lyon en ORL, mais pose le problème dans le cadre carcinologique de la nécessité et le maintien d'un traitement immunosuppresseur. L'autre voie de recherche en réhabilitation trachéale, cette fois-ci qui fait office d'exemple pour la réhabilitation laryngée, ce sont les greffes. Et vous avez ici l'exemple de l'équipe de Necker à Paris qui a remplacé la totalité d'une trachée d'un enfant avec un transplant libre de muscles de grand dorsal armé par du cartilage costal avec succès. Troisième voie de recherche, l'ingénierie tissulaire avec l'allogreffe aortique qui est développée par le professeur Martineau au CHU d'Avicenne en chirurgie thoracique et qui a réalisé des remplacements trachéaux, carénaires et bronchiques à l'aide d'allogreffes aortiques cryoconservées avec des résultats satisfaisants et très intéressants sur les animaux puis sur l'homme, mettant en évidence une transformation progressive de cette allogreffe aortique en structure trachéale revêtue à leur face endoluminale d'un épithélium respiratoire. Cette transformation se fait sur à peu près 12 à 18 mois chez l'homme. Et dernière voie de recherche, on revient sur la réhabilitation laryngée, les biomatériaux, avec le larynx artificiel développé par l'équipe du professeur Debré, notre équipe, depuis plusieurs années. Un larynx artificiel qui est constitué de deux structures, une structure inamovible en titane qui prolonge l'axe trachéal et qui met en place dès la première chirurgie de la laryngectomie totale, sur laquelle vient se clipper une deuxième prothèse en titane qui fait office de sphincter laryngé qui elle est amovible. Ce larynx artificiel a été implanté chez 7 patients avec succès et a permis d'ouvrir ce concept selon lequel le larynx peut être remplacé avec une fermeture de l'orifice de trachéostomie. Il pose néanmoins certaines limites, notamment sur son intégration du fait de sa rigidité en titane et du fait de la compression des structures adjacentes, notamment l'œsophage. Le nouvel axe de recherche que nous proposons est celui de coupler ce concept de larynx artificiel en titane développé par le professeur Debré et celui de l'allogreffe aortique développé par le professeur Martineau pour obtenir un larynx presque tout biologique, non plus artificiel, dans lequel la partie inamovible serait réalisée par une allogreffe aortique que l'on souhaiterait qu'elle se transforme en trachée, sur laquelle viendrait s'amarrer, se fixer une valve en silicone, souple, de façon à permettre une meilleure intégration de ce larynx artificiel, en retrouvant la souplesse des tissus initiaux et en simplifiant de manière drastique la technique chirurgicale.
Notre projet de Master 2 s'est donc axé sur une étude de faisabilité afin d'évaluer la réhabilitation laryngée par allogreffe aortique chez la brebis. 6 aortes ont été prélevées au sein d'un abattoir, puis cryoconservées à moins 80 degrés selon les procédés utilisés par professeur Martineau lors de ses recherches sur la trachée, au sein de l'EFS à Saint-Antoine, sous la direction du professeur Rouard. Ces 6 aortes ont été implantées chez des brebis. Le choix de ce modèle animal a été motivé par la taille du calibre laryngé qui est comparable à celui de l'homme, et également par une expérience antérieure importante de notre équipe sur ce modèle animal. Toutes les interventions ont été réalisées sous anesthésie générale au sein de la Fondation Carpentier. Donc les greffons aortiques ont été mis en place donc, après dissection des tissus sous-cutanés au niveau cervical entre les muscles de la base de la langue en regard de l'os-hyoïde avec une anastomose qui était borne pour éviter toute fuite alimentaire trachéale et relié au niveau de la trachée après ouverture de la lumière trachéale. L'allogreffe était stentée par un stent en silicone afin d'éviter tout collapsus. Ce schéma chirurgical a été choisi parce que ça permettait de préserver l'anatomie et surtout la fonction de l'axe pharyngo-laryngé et d'ainsi d'éviter la trachéotomie au long cours qui est impossible chez la brebis. Les suites post-opératoires ont été marquées par l'apparition d'un hématome cervical à J6 chez la 6e brebis implantée. La survie à 90 jours était de 100%. Nous déplorons un décès au 102e jour. La brebis décédée était la brebis ayant présenté un hématome cervical au 6e jour post-opératoire. L'autopsie a révélé que l'hématome cervical s'était en réalité surinfecté, avait formé un abcès qui avait comprimé l'allogreffe et le stent contenu dans cette allogreffe avait été expulsé dans la lumière trachéale. Une analyse macroscopique des greffons explantés 6 mois après implantation a été réalisée, mettait en évidence une parfaite intégration de cette allogreffe au sein des muscles de l'hôte receveur, avec une continuité entre les muscles de la base de la langue et l'allogreffe, avec une absence de lâchage des sutures et l'absence de nécrose. Une étude histologique a été également réalisée sur ces greffons, qui mettait en évidence une colonisation cellulaire de la totalité de l'épaisseur du greffon, et en particulier au niveau de la face endoluminale, et également l'apparition d'une néovascularisation au sein de ce greffon. Fort de ces résultats obtenus sur ce projet in vivo, l'ingénierie laryngée par utilisation d'allogreffe aortique semble envisageable. Certaines questions demeurent. Entre autres, on ne comprend pas actuellement le processus de colonisation de ces greffons, donc passer par une étape in vitro semble indispensable pour mieux comprendre la physiologie et surtout espérer accélérer le processus. En effet, le professeur Martineau avait de très bons résultats après 6 mois avec l'apparition de néo-anneaux cartilagineux au niveau du greffon, et l'objectif serait d'essayer d'accélérer ce processus. Donc, appréhender l'ingénierie trachéale sur matrice aortique nécessite de développer 2 volets. La formation de néo-anneaux cartilagineux associée à la restauration d'un épithélium respiratoire ciblé. Le projet in vitro, du coup, a été axé premièrement par l'induction d'un processus de chondrogénèse au sein d'une matrice aortique. Nous avons utilisé la même matrice que pour le projet sur la brebis, donc une matrice aortique issue des laboratoires de l'EFS. Cette photo prise en microscopie électronique de la surface de l'aorte vous montre un enchevêtrement des fibres collagéniques et non collagéniques très serrées. L'objectif premier a donc été d'essayer d'ouvrir ce réseau de fibres afin de créer des pores pour permettre la colonisation du greffon par les cellules sur toute l'épaisseur de ce greffon. Nous avons donc lyophilisé les matrices aortiques, ce qui a permis l'ouverture de pores en son sein, et ce sur toute l'épaisseur de l'échantillon, comme le montre cette coupe en section. Nous gardions cependant un réseau architectural tridimensionnel suffisant pour permettre l'adhésion cellulaire indispensable à la prolifération. Ces matrices étaient ensuite ensemencées par des cellules souches mésenchymateuses issues de gelée de Wharton et placées dans un milieu de différenciation enrichi entre autres en TGF-bêta-3, reconnu pour pouvoir orienter la différenciation cellulaire vers la chondrogénèse.
Les échantillons étaient mis en culture pendant 14 à 21 jours. Vous avez ici une des coupes observées au microscope confocal qui montre des noyaux cellulaires répartis sur la totalité de l'épaisseur de l'échantillon. Une quantification des glycosaminoglycanes a également été réalisée, avec en rouge les échantillons différenciés et les témoins en bleu. Les échantillons différenciés sécrétaient plus de glycosaminoglycanes que les témoins, un argument fort en faveur de la chondrogénèse, car les chondrocytes sécrètent dans leur matrice extracellulaire beaucoup de glycosaminoglycanes. De même, de la qPCR a été réalisée à J21 afin d'évaluer l'expression génique, toujours les témoins en bleu et les échantillons différenciés en rouge, avec une forte expression des agréganes, de MMP13 et de SOX6, des arguments supplémentaires en faveur de différenciation chondrocytaire. Et donc le deuxième versant de l'ingénierie trachéale in vitro, c'était l'obtention de cet épithélium respiratoire cilié à la façon de luminale de l'aorte. Dans un premier temps, il fallait s'assurer que l'aorte constituait une matrice suffisante, une bonne matrice pour obtenir cet épithélium. Et on s'est également posé la question si l'intima, l'endothélium vasculaire, ne constituait-elle pas une barrière à l'épithélialisation de l'aorte. On a donc réalisé deux types d'échantillons. Des échantillons d'aorte avec préservation de l'intima, qu'on appellera intima, et des échantillons d'aorte où l'intima avait été resséqué pour déposer directement des cellules épithéliales sur la média, qu'on appellera échantillon média. Nous avons donc déposé des cellules épithéliales sur ces deux types d'échantillons et mis en culture. Les résultats en termes de prolifération montraient sur 7 jours une prolifération sur les deux types de prélèvements, avec tout de même une préférence nette pour les échantillons médias de manière significative. Et même chose pour les tests de viabilité cellulaire qui montaient une croissance et une viabilité des cellules à 7 jours sur les échantillons aortiques, mais avec une nette préférence pour les échantillons type média. Alors, fort de ces premiers résultats, nous avons poursuivi l'ensemble des expérimentations sur des échantillons où l'intima avait été resséqué, avec redépose à nouveau de cellules épithéliales, et nous avons caractérisé l'obtention progressive de J3 à J7 à J14 de cet épithélium à la surface de la matrice aortique. Vous avez ici des immunomarquages de protéines de jonction intercellulaire et de jonction à la matrice qui mettent en évidence l'apparition progressive et la constitution progressive de l'épithélium sur la matrice aortique. Même chose en microscopie électronique à balayage, avec de J1 à J14 l'apparition et la constitution d'un épithélium progressif et qui apparaît bien jointif sur des clichés à plus fort grossissement. Et enfin, des groupes en histologie avec une coloration à l'hématoxyline et eosine qui met aussi en évidence à J7 puis à J14 la constitution d'un épithélium sur la surface aortique en coupe transversale ici. Alors, fort de ces résultats et pour conclure, l'aorte s'intègre bien, semble bien s'intégrer à la base de langue également au niveau de la trachée. L'aorte semble être une matrice intéressante pour développer un début de chondrogénèse et une épithélialisation à sa surface endoluminale. L'objectif pour les années futures, et c'est ce qui est en train d'être fait, c'est de coupler ces deux constatations pour, dans un premier temps, transformer et ensemencer une allogreffe aortique in vitro dans des bioréacteurs, simultanément avec des cellules souches que l'on différencierait vers la chondrogénèse et des cellules épithéliales pour obtenir un début de différenciation et ensuite les intégrer dans un deuxième temps dans le meilleur des bioréacteurs, c'est-à-dire l'animal, pour obtenir une transformation, on l'espère, de cette allogreffe aortique en structure trachéale de manière plus rapide que lorsque l'allogreffe est intégrée de manière mieux, c'est-à-dire non préparée, non ensemencée. Donc il s'agit ici non plus d'un larynx artificiel, mais de la réalisation d'un larynx hybride qui reprend le concept du larynx artificiel en y apportant la souplesse de l'allogreffe aortique et qui combine plusieurs techniques, donc d'ingénierie tissulaire, d'allogreffe aortique bien sûr, et toujours des biomatériaux avec cette valve en silicone qui viendrait recréer le sphincter du larynx. Nous vous remercions de votre attention. Merci pour ce beau travail, Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste une question, Bernard Charpentier. Que reste-t-il des travaux de Paolo Macchiarini il y a 4 ans, ex-Karolinska avait été exclu pour des raisons d'éthique médicale de transplantation.
mais n'a jamais été remis en cause le processus in vitro, in vivo de génération de sa trachée. Qu'est-ce qu'il en reste 5 ans après? Sans rentrer dans les polémiques effectivement qui ont entouré cette affaire, les travaux de M. Macchiarini ont été petit à petit exclus de la page web scientifique, mais ces travaux de réhabilitation trachéale à partir de greffons de trachée décellularisés sont en cours d'être repris, notamment par des membres de son équipe, sur des façons peut-être plus scientifiques, plus rigoureuses qu'il a été utilisé par M. Macchiarini. Et bien heureusement, parce que ça paraît être une voie de recherche qui est très prometteuse également. Oui, je voulais revenir sur la formation des anneaux cartilagineux. Est-ce que vous voyez apparaître des chondrocytes dans vos structures? Est-ce que vous avez étudié la pression de collagène 2, collagène 9, de cartilage? Alors, nous ne voyons pas apparaître de chondrocytes, et c'est la limite du travail in vitro et qui est en cours de développement effectivement. Parce qu'on avait du collagène 6 mais pas du collagène 9 dans les PCR, donc c'est en cours de développement effectivement. Et c'est ce qu'on espère. On aimerait initier tout ceci in vitro pour ensuite compter sur effectivement ce bioréacteur humain ou animal pour terminer la différenciation. Alain Privat, merci pour cet exposé tout à fait brillant. Vous avez mentionné à la fin de votre exposé l'utilisation éventuelle de cellules souches. Est-ce que vous envisagez éventuellement d'utiliser des cellules IPS pour, je dirais, avoir des cellules qui soient propres à chaque patient? Oui, là nous avons utilisé des cellules souches issues du lait de Wharton parce que c'est des cellules souches blancs qui étaient disponibles facilement au laboratoire pour les premiers essais. Mais effectivement, l'objectif à terme serait de pouvoir différencier pour chaque patient avec des cellules souches issues de son organisme. Professeur Loisens. Félicitations pour ce très bel exposé. Je voudrais tout de même rappeler que 7 des 8 malades opérés par Paolo Macchiarini sont décédés peu de temps après l'intervention. Professeur Gorin. Merci Monsieur le Président. Norbert Gorin, hématologue Saint-Antoine. Je me suis réveillé, comme vous avez dit, Saint-Antoine, puisque nous avons énormément travaillé avec l'EFS en particulier. J'avais 2 questions. La première a déjà été posée, elle concernait les cellules souches blanchinateuses, parce que je n'avais pas très bien compris à quoi elles vous servent. Est-ce que vous cherchez à les faire se différencier en chondrocytes? Et si c'est ça, la question qui vient d'être posée, c'est autologue versus allogénique. Ça, c'était mon premier problème. Le deuxième problème, c'est que, évidemment, je suis médecin, je ne suis pas chirurgien, mais je pense que le but, c'est quand même de refabriquer des larynx pour certains patients. Et donc, ma question concerne la compatibilité. Il y a un problème ou il n'y a pas de problème de HLA? Ou autre? Justement, c'est tout l'intérêt de cette cryoconservation. L'allogreffe aortique utilisée par le professeur Martineau est cryoconservée et semble dénuée d'immunogénicité. C'est ce qui a permis dans toutes ces recherches sur l'animal puis sur l'homme de se passer de traitements immunosuppresseurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette voie de recherche-là pour simplifier et rendre une souplesse au larynx artificiel. L'intérêt justement de cette allogreffe aortique cryoconservée, c'est l'absence de l'immunosuppression nécessaire à son maintien et à sa transformation chez l'homme. Bien, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, elles peuvent être envoyées par écrit et les auteurs pourront y répondre. On va passer à la deuxième présentation, analyse des préventions des